Bien, bonjour, nous reprenons pour cette deuxième séance avec du hiératique, la troisième écriture égyptienne, celle qui ne figure pas sur la pierre de Rosette, mais qui méritait d'être déchiffrée également, avec mon collègue et ami Yvan Germer de l'École pratique des hautes études, qui va nous parler du déchiffrement de l'écriture hiératique. Merci Andreas. Parfait. Donc, le terme hiératique désigne l'écriture cursive des hiéroglyphes, sa tachygraphie, pour reprendre l'expression de Jean-François Champollion. Et hiératique, en fait, est un nom que nous a transmis le père de l'Église, Clément d'Alexandrie, dont on a déjà parlé ce matin, témoin de son usage encore vers la fin du IIe siècle de notre ère. Cette forme d'écriture, qui fut longtemps la plus courante en Égypte, a été utilisée à compter du IIIe millénaire avant notre ère, et elle n'est plus guère attestée n'est pas attestée au-delà du IIIe siècle de notre ère. Généralement écrite sur des supports qui se conservaient mal à travers le temps, comme la peau, le papyrus, les tissus, il n'en subsistait plus guère de témoins accessibles quand disparut la civilisation pharaonique. À la différence des monuments couverts de hiéroglyphes gravés dans la pierre. Et lorsqu'au début du XIXe siècle, Jean-François Champollion se lance à son tour dans la course au déchiffrement des hiéroglyphes, que la retentissante découverte en juillet 1799 d'un premier texte bilingue en 3 écritures, la pierre de Rosette, avait relancé ou réactivé, l'étude de cette cursive préoccupe moins les savants de l'époque, affairés à élucider cet exceptionnel document, considéré alors comme la clé tant espérée, celle qui devait ouvrir la voie au déchiffrement des hiéroglyphes. Par ailleurs, pour les érudits et savants des XVIIe et XVIIIe siècles, très instruits de la littérature grecque, une difficulté majeure demeurait. Les auteurs anciens, qui avaient transmis des informations sur les déchiffrements sur les différentes écritures égyptiennes, n'avaient jamais évoqué les liens qui existaient entre celles-ci. On identifiait bien évidemment l'écriture hiéroglyphique, mais on ne savait pas réellement ce qu'étaient les écritures épistolographiques, vulgaires ou sacrées, mentionnées par les anciens et à quoi elles ressemblaient. La pierre de Rosette permettait d'identifier la cursive démotique, mais on ne la distinguait pas vraiment encore du hiératique. Évidemment, les textes cursifs étaient fort rares en Égypte et n'étaient guère parvenus jusqu'en Europe. Pourtant, un certain nombre d'entre eux étaient connus depuis au moins le XVIIe siècle. Ainsi, un fragment de Livre des Morts, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, avait été acquis et reproduit dans le récit de voyage du gentilhomme François de la Boulay-le-Gouze, qui passa en Égypte entre 1647 et 1648. Quelques années plus tard, en 1698, Benoît de Maillet, consul de Louis XIV en Égypte, remarquait en faisant démailloter une momie conservée dans le couvent de Capucins de Memphis, des bandelettes recouvertes de signes qui lui paraissaient différents des hiéroglyphes, et il fit part de ses découvertes dans une lettre envoyée à l'antiquaire Rigord. Un dessin d'un fragment de ces bandelettes est joint à la lettre. Il s'agit du premier, entre guillemets, facsimilé d'un texte hiératique. La découverte de cette bandelette et de cette écriture suscite un certain intérêt du monde savant de l'époque, et la chose en vient à être présentée au roi lui-même, à Louis XIV et à sa cour. Bon, le tableau, évidemment, ne représente pas vraiment cette présentation, je l'ai pris comme illustration. À Louis XIV et à sa cour, et on rapporte à ce propos « Sa Majesté a eu la bonté de louer Monseigneur Monsieur de Maillet d'avoir fait attention à la chose du monde qui pouvait faire le plus plaisir à toute l'Europe, qui avait jusqu'alors douté que les anciens Égyptiens eussent eu un caractère épistolique autre que l'hiéroglyphique. Le roi a donné ordre qu'on travaillât dessus, mais je doute fort que tous nos savants en viennent jamais à bout de l'interpréter. » Le facsimilé de cette bandelette est aussi reproduit dans diverses publications, dont, en 1719, l'Antiquité expliquée représentait en figure le célèbre ouvrage du bénédictin Bernard de Montfaucon, qui était un des grands érudits de l'époque, fondateur de la paléographie grecque. Et dans son supplément, le supplément qu'il a publié à son ouvrage en 1724, le moine bénédictin fait aussi figurer un papyrus hiératique appartenant à l'abbé Henri Fauvel, qui avait réuni une petite collection égyptienne. Le papyrus Fauvel, dont Montfaucon reproduit les éléments dans un dessin approximatif, comporte des parties des formules 149 à 151 du Livre des Morts. Mais il l'interprète comme étant un calendrier, puisqu'ils sont représentés 12 divisions, qui correspondent en réalité non à des mois, mais, comme il le pense, mais à 12 des 14 buts sacrés par lesquels le défunt pérégrine.
il ne manque pas de rappeler dans le texte qui commente l'image, c'est ce que j'ai surligné, pour ce qui est du caractère pur ancien égyptien, on n'en a guère remarqué que celui que renferme la planche suivante, c'est celle-ci, et la planche 140 du second tome de l'Antiquité. J'ai vu encore à Rome, entre les mains du feu père Bonjour Augustin Tolosin, habile dans la langue copte, une inscription en lettres égyptiennes de la première Antiquité comme celle-ci, sur laquelle il s'exerçait pour tâcher d'en découvrir le sens et trouver le rapport de ces anciennes lettres avec les coptes. Et il conclut, dans quelque chose qui était presque une prophétie, un moyen d'y réussir serait si l'on venait à découvrir des inscriptions d'anciens Égyptiens répétées ensuite en grec. Il analyse alors les signes hiératiques comme des éléments d'un alphabet égyptien qu'il distingue des hiéroglyphes, et c'est, semble-t-il, dans le même sens que le Père Bonjour à Rome ou Wilkins en Grande-Bretagne conduisent leurs propres recherches. Il pense donc trouver dans les signes hiératiques, qui ne sont pas encore identifiés comme tels, les éléments d'un alphabet égyptien ancien et pur, qui serait lui-même l'ancêtre de l'alphabet copte. La réception de Montfaucon en Europe fut considérable. Ses ouvrages se trouvaient dans les meilleures bibliothèques, et on sait que celui-ci était même parvenu à la fastueuse cour du richissime souverain de Saxe et de Pologne, Auguste le Fort, der Starker, lequel commanda à l'orfèvre Johann Melchior Dinglinger une œuvre égyptisante connue sous le nom d'Autel de Lapis. Fabriquée avec profusion d'or et de pierres précieuses, il intègre une barque où se tient le taureau Apis, et on reconnaît derrière elle, vous voyez ici, on reconnaît derrière elle, dans la niche, gravés sur une plaque de vermeil, des éléments du texte hiératique du papyrus Fauvel, tel qu'il est reproduit dans l'ouvrage de Montfaucon. D'autres savants, dont il a été question aussi tout à l'heure, le comte de Caylus, s'intéresse aussi à ce document, et le grand collectionneur y reconnaît les catégories définies par Clément d'Alexandrie. Il considère assez justement que l'écriture sacerdotale et l'écriture vulgaire dérivent des hiéroglyphes monumentaux. Et il dit, je cite, « J'ignore si ces deux formes d'écriture ont été formées l'une de l'autre, mais il me paraît qu'elles avaient quelques lettres qui étaient communes. Et, ce qui est plus essentiel à mon objet, qu'elles tiraient également leur origine des hiéroglyphes. » Un peu plus tard, Joseph de Guigne, un sinologue aux théories parfois un peu farfelues, qui imaginait que les Chinois étaient issus d'une colonie égyptienne, avançait aussi que les différentes écritures égyptiennes appartenaient à un même système, qu'elles n'étaient fondamentalement pas distinctes. Par la suite, l'abbé Jean-Jacques Barthélemy, dont on a parlé ce matin, Jürgen Zoëga, dont on a aussi parlé ce matin, et Alexandre von Humboldt émettront également des opinions sur ces écritures cursives qui se différenciaient des hiéroglyphes, qu'unanimement ils considéraient comme étant alphabétiques, mais parmi lesquels ils n'arrivaient guère à distinguer démotique et hiératique. Avec l'expédition d'Égypte et la publication par la Commission d'Égypte ou certains de ses membres comme vivants de nom des résultats obtenus, ce sont plusieurs nouveaux papyrus hiératiques qui vont ainsi être révélés au public savant. Le jeune Jean-François Champollion figure parmi ces érudits. Comme il a été rappelé, ce qui caractérise son travail et qui le distingue de ceux qu'il considère lui-même, avec un certain mépris d'ailleurs, comme ses concurrents, c'est qu'il ne se concentre pas uniquement sur la pierre de Rosette, mais qu'il embrasse l'ensemble de la documentation égyptienne alors accessible, qu'il traite avec méthode, classant, mettant en fiche tous les documents sur lesquels il peut mettre la main. Il ne manque donc pas de s'intéresser aux papyrus, notamment ceux écrits en hiératique, particulièrement à partir de ses années d'études parisiennes. Et le 15 août 1808, il écrit à son frère, demeuré à Grenoble, « Depuis quelque temps, je m'occupe de papyrus égyptiens en écriture cursive. J'ai fait un assez grand pas dans cette étude puisque 1. J'ai prouvé par les rapprochements que tous ces papyrus appartiennent à un même système d'écriture et au même alphabet. 2. Que j'ai la valeur de toutes les lettres par l'inscription de Rosette et qu'elles sont absolument les mêmes. 3. Que j'ai déchiffré le commencement du papyrus gravé dans 2 noms, planche 138. » Le voici, le papyrus gravé dans 2 noms, planche 138. Dans sa réponse, son frère le félicite de ses progrès, mais l'enjoint aussi à lire le passage de Clément d'Alexandrie consacré aux écritures égyptiennes et dont nous avons déjà parlé. On voit que Jean-François Champollion est arrivé à la conclusion que sur ces papyrus, on trouve une écriture cursive qui appartient au même système que les hiéroglyphes, ce que Caylus avait déjà établi. En revanche, il continue de penser qu'il s'agit d'un alphabet et que celui-ci est à l'origine des lettres supplémentaires coptes. Sur les conseils de son frère, il confronte alors les résultats de son travail sur les papyrus avec les signes démotiques que Johann David Œckerblatt, dont il a déjà été question, tenant de l'écriture phonétique, avait identifié aux lettres de l'alphabet copte.
15 jours plus tard, le 30 août, il écrit de nouveau à son frère pour l'informer de ses progrès et indique se consacrer quasi exclusivement à ce moment-là au hiératique en étudiant le manuscrit 138 de Denon, aujourd'hui conservé au musée Mermano-Vestrenianum de La Haye. Le voici aujourd'hui. Il progresse et arrive à comparer des signes et des éléments de démotique identifiés par Åkerblad et à comprendre leur valeur. Quelques années plus tard, revenu à Grenoble, Champollion finit par admettre l'existence de deux cursives nettement distinctes. L'une qu'il qualifie d'alphabétique vulgaire, qui figure sur la pierre de Rosette, c'est-à-dire le démotique, et l'autre d'alphabétique sacrée, c'est-à-dire notre hiératique, qu'il connaît par les papyrus, suivant en cela la leçon de Clément. En 1813, il commence à évoquer la relation entre les différentes écritures et le fait que des hiéroglyphes dérivent les deux cursives, successivement. En 1818, comme ses prédécesseurs, Barthélemy, Zweig et Humboldt, il pense encore que les hiéroglyphes sont des idéogrammes et que les signes cursifs sont phonétiques. Comme on le sait, avec la fin de l'Empire, la perte de son emploi à Grenoble et l'exil contraint à Figeac, son travail est terriblement ralenti. En 1821, il publie finalement l'état de ses recherches sur la cursive sacrée, qu'il appelle hiératique, le nom que nous lui conservons encore. Il s'agit d'un petit fascicule de 7 pages et 7 planches où il indique qu'il est arrivé à la conclusion que, contrairement à tous ses prédécesseurs, c'est un trait chez Champollion, il aime toujours souligner les erreurs et les errements de ses prédécesseurs, et aussi à ce qu'il pensa longtemps que cette cursive n'est pas alphabétique, qu'elle correspond à l'hiératique de Clément d'Alexandrie, qu'il s'agit en réalité d'une tachygraphie hiéroglyphique qui représente des signes, non pas des sons. Dans ces planches, il établit des correspondances entre les signes cursifs et leur modèle hiéroglyphique. Nous sommes une année avant sa communication à l'Institut, dont nous célébrons le bicentenaire, mais déjà l'essentiel des choses est établi. Du fait de l'accroissement du nombre de papyrus disponibles, en copie ou en originaux, qui commence à affluer en Europe depuis la mise en coupe réglée des grandes nécropoles thébaines, et grâce à sa rigoureuse méthode de mise en fiche, de comparaison, il a déjà pu établir une correspondance entre plus de 300 signes hiératiques et leur modèle hiéroglyphique, ce qui, de facto, invalidait l'idée d'un alphabet. Rapidement, il se rend compte que les écritures hiératiques sont diverses et en identifie 3 classes, en fonction de leur degré de ressemblance avec les prototypes hiéroglyphiques. Dans son précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, publié en 1824, il consacre 4 paragraphes à l'écriture hiératique et en introduction précise, je le cite, « Les Égyptiens durent sentir de bonne heure la nécessité d'un système d'écriture plus expéditif et d'un usage plus facile. On songea donc à abréger considérablement le tracé des caractères hiéroglyphiques purs, plutôt que de recourir à un système d'écriture totalement différent de celui qu'on avait déjà inventé et que la religion avait définitivement consacré aux yeux de la nation entière. » Il note même au paragraphe 116 « L'écriture sacerdotale, inventée dans le dessein formel de créer une écriture expéditive, repousse nécessairement tout caractère dont l'expression graphique réside dans l'exactitude de ses formes elles-mêmes. On a donc pu conserver dans l'écriture hiératique, véritable tachygraphie, les signes figuratifs qui, pour atteindre le but de leur adoption, ont besoin de reproduire avec une scrupuleuse exactitude les contours généraux et les principes détails des objets dont ils sont destinés à rappeler l'idée. Il en a été de même pour beaucoup de signes symboliques très compliqués, tels par exemple les caractères images symboliques des dieux. Plus tard, dans la grammaire publiée de manière posthume en livraison entre 1836 et 1841 par son frère Jacques-Joseph, Champollion marquera nettement la distinction entre ce qu'il qualifie de hiéroglyphes linéaires, c'est-à-dire des signes dont le degré de cursivité est assez limité, et le hiératique, qu'il considérait comme une évolution, un second degré d'abréviation, pour reprendre son expression, du hiéroglyphe linéaire. Un épisode de la geste de Champollion témoigne de l'incroyable maîtrise qu'il avait acquise en égyptien. Seulement 8 ans après sa lettre à M. Dacier, au retour de son voyage d'Égypte fin janvier, début février 1830, il a l'opportunité de séjourner chez le collectionneur et édile aixois François Salier, dont il n'avait fait qu'apercevoir la collection de papyrus 2 ans plus tôt. Sur un des papyrus du maire d'Aix-en-Provence, il reconnaît un texte dont il rapproche le contenu avec un autre, hiéroglyphique et monumental, qu'il a pu voir quelques mois plus tôt à Karnak et à Abou Simbel. Il s'agit du récit de la bataille de Kadesh, qui date de l'an 5 du roi Ramsès II. Le texte est aujourd'hui connu comme Papyrus Salier III et conservé au British Museum de Londres. On ne peut qu'être époustouflé par l'exploit de Champollion,
qui peut faire coïncider des sources aussi fondamentalement différentes sur les plans linguistiques, graphiques, littéraires et matériels. En 1830 au plus tard, ses connaissances en hiératique étaient telles qu'il pouvait reconnaître la relation textuelle entre une inscription hiéroglyphique gravée dans un temple et une version poétique en écriture cursive. Ses capacités en matière d'hiératique étaient déjà à l'époque supérieures à celles de beaucoup d'égyptologues d'aujourd'hui. Avec sa mort prématurée, le 4 mars 1832, les études égyptologiques, et celles du hiératique en particulier, connaissent un moment de flottement. Heureusement, les éditions de fac-similés de papyrus dans les formats luxueux, originaux et dans des tailles luxueuses commencent à se multiplier, tels que les précieux Select Papyri publiés par Samuel Birch et Edward Hawkins entre 1841 et 1860, dont les magnifiques fac-similés permettent à des savants de progresser plus avant dans la compréhension du hiératique. Charles W. Goodwin, un juriste anglais qui occupa des fonctions de juge en Asie, est sans doute un des chercheurs qui fit faire le plus de progrès à l'étude du hiératique au milieu du XIXe siècle. Poursuivant le travail de déchiffrement du hiératique initié par Champollion, il publia dans les grandes revues de l'égyptologie naissante une cinquantaine d'articles sur des nouvelles lectures, de signes, des ligatures, etc. Et notamment en 1858, un article remarquable sur la question intitulée « Hieratic Papyri », une sorte de discours de la méthode. En France, comme on sait, Champollion n'eut pas d'héritier direct. Il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour que le vicomte Emmanuel de Rouget, qui s'était pris de passion pour l'égyptologie en voyant paraître en 1836 les premières livraisons de la grammaire de Champollion, établisse une nouvelle tradition philologique en France, au Collège de France à partir de 1860, puis à l'École pratique des hautes études dès sa fondation en 1868. Il poursuit le travail sur l'écriture hiératique et l'enseigne. Parallèlement et indépendamment, un érudit autodidacte chalonnais, François Chabat, s'était aussi pris de passion pour l'égyptologie naissante. Et afin de se former sérieusement et pouvoir mener des recherches reconnues, il entretint un véritable réseau scientifique à travers toute l'Europe. Il se consacra quasi exclusivement à la publication de papyrus hiératiques, littéraires et magiques. En cette seconde moitié du XIXe siècle, l'égyptologie approchait maintenant de l'âge adulte et d'une certaine reconnaissance institutionnelle. Des chaires étaient créées dans plusieurs universités européennes, les grands musées avaient réuni des collections considérables, bénéficiaient de personnels plus nombreux, en capacité de les traiter et de les faire connaître, en les publiant, en éditant des catalogues. Ici, au Louvre, on ne saurait omettre de mentionner Théodule de Veria, conservateur adjoint du musée égyptien du Louvre, qui, quoique mort prématurément, avait rassemblé énormément de matériaux qui seront publiés après sa mort, en particulier un catalogue des manuscrits égyptiens écrits sur papyrus, toile, tablette et ostraca en caractères hiéroglyphiques, hiératiques, démotiques, grecs, coptes, arabes et latins, qui sont conservés au musée égyptien du Louvre. On aimait les titres à rallonge au XIXe siècle, qui n'a pas d'équivalent moderne et qui demeure donc aujourd'hui l'ouvrage indispensable pour aborder les papyrus du fonds ancien du musée. À partir de la fin du XIXe siècle, dans l'égyptologie, on commençait à lourdement ressentir l'absence d'outils, tels que des glossaires, répertoires ou dictionnaires, et on cherche dès lors à remédier à ces manques prégnants. Mais les entreprises demeurent individuelles et hétérogènes. Prenant sa part dans ce mouvement, un égyptologue italien, sans doute un peu oublié aujourd'hui, Simeone Levi, publie à partir d'une approche plus systématique la mise en fiche d'un nombre important de textes, une importante paléographie de l'hiératique, couvrant autant que faire se peut toutes les périodes. Cet ouvrage, publié à Turin était publié à Turin en 1880. Il s'agit d'un travail qui constituera longtemps un ouvrage de référence en la matière. Mais, en publiant en 1890 un texte hiératique littéraire particulièrement important, le papyrus Vescar, assorti d'une exemplaire paléographie comparative du hiératique, le fondateur de l'école d'égyptologie de Berlin, Adolphe Hermann, je dis Hermann parce que d'origine suisse, son nom de famille était, bon, évidemment, nos collègues disent plutôt Hermann, mais bon, impose un idéal normatif de précision en matière d'édition de texte. Et c'est son élève, Georg Müller, qui publiera quelques années plus tard, un peu avant la Première Guerre mondiale, une paléographie de l'écriture hiératique en 3 volumes, qui constitue encore aujourd'hui le manuel de référence qu'utilise tout égyptologue et tout étudiant qui s'initie à la lecture de la cursive. L'ouvrage est organisé selon le modèle proposé par Hermann, qui est systématisé et permet non seulement la transcription en hiéroglyphes, mais aussi une datation approximative des manuscrits.
C'est en Grande-Bretagne, entre la fin du XIXe siècle et l'entre-deux-guerres, que se distinguent deux personnalités exceptionnelles de la philologie égyptienne. Francis Llewellyn Griffiths, d'une part, qui était assurément l'un des plus éminents spécialistes des textes égyptiens de son temps, on l'a mentionné ce matin aussi, puisqu'il s'attaqua à toutes les écritures égyptiennes, et même au méroïtique, auquel il fit faire d'ailleurs les progrès les plus notables. En matière d'hiératique, il a innové, et avec ses transcriptions et interprétations des papyrus provenant de Kaoun et Gourob, il a traité avec une absolue précision des textes cursifs extrêmement difficiles. Puis, d'autre part, c'est un de peu de temps, mais qui a été un de ses élèves quand même, Alan Anderson Gardiner, incontestablement un des plus brillants égyptologues du XXe siècle, qui va concilier les avancées de l'école de Berlin avec celles de Griffith et imposer à son tour au monde savant des normes de précision en matière d'édition de texte. Il s'attaque à tous les genres, des onciales les plus élégantes aux cursives les plus abstruses, comme ici vous voyez la particulièrement difficile cursive du papyrus Wilbur, et produit des éditions qui demeurent pour chacun d'entre nous des modèles. À compter de l'entre-deux-guerres, disposant maintenant de manuels, d'une méthode rigoureuse, de dictionnaires, etc., d'un apprentissage intégré au cursus égyptologique, un apprentissage de la langue intégré au cursus égyptologique, un apprentissage du hiératique intégré en général au cursus égyptologique, les égyptologues qui étudient et publient les textes hiératiques se font plus nombreux. Aussi, est-il pas ici envisageable de les citer tous? Pour conclure, je mentionnerai encore deux savants qui ont marqué durablement les recherches dans le domaine de l'hiératique à partir des années 30, en s'inscrivant dans la méthode et les pratiques développées par Georg Müller et actualisées par Sir Alan Gardiner. Jaroslav Černý, d'une part, égyptologue tchèque, longtemps collaborateur de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, professeur à l'University College de Londres, puis à l'Université d'Oxford, devenu le maître incontesté de l'édition des textes de la pratique, la documentation administrative ou privée d'époque ramesside. Souvent écrite sur des ostracas, ces tessons de céramique ou fragments calcaires qui, en grande partie, sont originaires du village des artisans de la vallée des rois d'Er el-Médineh. Mais il est aussi l'éditeur inlassable des graffitis, généralement hiératiques, laissés un peu partout dans la montagne thébaine, et de plusieurs papyrus magiques. Il a laissé une œuvre dense qui a inspiré des générations d'égyptologues, et je citerai pour terminer son camarade et ami, Georges Posner, qui partagera avec lui l'étude de la documentation hiératique de Der el-Médineh, mais en se consacrant pour sa part à l'édition et à la reconstitution de pans entiers inconnus jusqu'alors de la littérature égyptienne, à partir des multiples tesselles que constituent ces milliers d'ostracas hiératiques, issus de ce même site de Der el-Médineh. De 1946 à 1976, il fut le directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et de 1961 à 1978, il fut aussi professeur au Collège de France. Expert de l'hiératique, il en maîtrisait toutes les subtilités, et notamment les écritures les plus abstruses, les plus difficiles, comme celles des textes magiques figurant sur des figurines d'exécration, dont il était l'un des très rares spécialistes au monde. Il formera plusieurs générations d'égyptologues, dont plusieurs sont d'ailleurs ici présents, et étrangers à la rigueur et à la précision philologique, et bien entendu aux arcanes de l'hiératique. Je vous remercie pour votre attention.